à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Global. Et cette semaine, nous sommes parisiens en balade dans le quartier de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. L'un des chantiers pharaoniques de François Mitterrand au début des années 90, avec ses tours censées évoquer de grands livres ouverts. Ici, on est vraiment dans un quartier en pleine mutation. C'est le plus gros chantier parisien depuis l'époque du baron Haussmann. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on va vous parler de cette ville de demain, cette ville qui se réinvente, la ville du 21e siècle. Tout de suite, voici le sommaire. Viens chez moi, j'habite dans une tour quand Paris donne son feu vert à la construction de nouveaux buildings. Global visite la résidence Rodin d'ici les Moulineaux. Ses habitants ont l'air plutôt heureux. Viens chez moi, j'ai des punaises de lit à la maison. Depuis quelques mois, elles infestent New York dans les quartiers pauvres et les quartiers riches. Ce sera notre enquête du jour. Et enfin, c'est aujourd'hui que commence notre série de la semaine sur les tribus de la route à Paris. On verra comment on change de peau selon qu'on est piéton, automobiliste ou motocycliste. Premier épisode, à Paris, à vélo. Et on va donc passer toute la semaine ici, dans ce quartier de la Bibliothèque nationale de France. Derrière moi, ces gigantesques tours qui abritent près de 14 millions d'ouvrages. Dans les années 90, au moment de la construction de ces tours, il y a eu une polémique. Pourquoi ? Eh bien, notamment parce qu'à Paris, dès qu'on veut ériger des tours, ça fait scandale. Et pourtant, il va bien falloir apprendre à les regarder différemment, ces tours. Car dans la ville de demain, on le sait, il faudra densifier les centres-villes, éviter l'étalement urbain pour éviter la multiplication des voitures. Et donc, les tours sont sans doute l'avenir de la ville du 22e siècle, on peut rêver. Et puis par ailleurs, vous allez voir que vivre dans une tour, c'est pas forcément désagréable. Grégory Shepard. Dans le jargon, on les appelle des IGH, immeubles de grande hauteur. Dans les années 70 en France, on prédit des heures de gloire pour les tours, fleurons de l'architecture. Mais dans l'imaginaire des gens, elles n'ont pas vraiment la cote. Ça fait un peu trop cage à lapin, ça ne dit rien du tout, quoi. J'aurais toujours peur de rester en rade au premier étage si j'habite au 15e. Mais est-ce qu'on y vit vraiment si mal dans ces tours ? Ici les Moulineaux, résidence Rodin. Une tour standard de 90 mètres de haut, ni trop luxueuse, ni trop vétuste. Une véritable petite commune de 1200 habitants. Au 10e, un appartement en vente que Sandrine vient visiter. Au 17e, Hélène, retraitée. Au 20e, Johanna, mère de famille. Au 29e, Sylvain, architecte. C'est l'heure de pointe dans l'ascenseur. Johanna commence sa journée. Elle a 2 enfants, Alexis et Milena. Et ils se sont fait plein d'amis dans l'immeuble. Guillaume, Damien. Au 20e aussi. Il y a Tom aussi au 22. La petite sœur est copine avec Milena. Ils vont dormir chez les uns, chez les autres. Il y a plein d'anniversaires le samedi. Ils arrivent. Bonjour Damien. Bonjour. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais tu les reprends? Par contre, je peux pas les reprendre parce que j'ai une réunion. Svetlana peut aller les chercher ? Au 17e étage, Hélène. Ça fait 30 ans qu'elle est locataire. Elle s'y plaît et elle adore regarder la vue en jardinant. Bon, le cimetière en bas de chez elle ne la gêne pas. Pour elle, la vie dans la tour, c'est la solidarité envers les personnes âgées. Il y a le souci, par exemple, dans la tour, d'un certain nombre de gens, de repérer éventuellement les gens qui ont des problèmes de solitude, de fatigue. Vous verriez notre ancien gardien, il habite à 2 pas d'ici, boulevard Rodin. Il vient encore pour voir des dames âgées, venir leur tenir compagnie un moment, etc. Ça, c'est des choses extraordinaires. Sylvain, 33 ans. Lui, il vit au 29e étage, le dernier. Sans personne au-dessus de sa tête, Sylvain domine la ville dans sa tour d'ivoire. Le calme qu'on retrouve en fait finalement au dernier étage. Parce qu'on n'a pas de voisin au-dessus. C'est un emplacement qui est privilégié. Et je pense que c'est l'une des plus belles vues sur Paris. Le seul inconvénient, c'est qu'on est au-dessus des réseaux de téléphone.
Donc on ne capte pas avec les portables, ou très difficilement. Quant à Sandrine, elle cherche à acheter un appartement. S'installer dans une tour ? Au début, elle n'y pensait pas. C'est Christophe, l'agent immobilier, qui l'a convaincu de venir faire une visite au 10e étage. Donc c'est un appartement de 202 mètres carrés. Ah d'accord, très bien. Bonjour madame. Spacieux, lumineux, bien aménagé, l'appartement offre aussi un joli panorama. Je trouve ça formidable. Bon, alors, la cerise sur le gâteau, c'est la vue sur la Tour Eiffel. Sandrine a l'air emballée et on la comprend. Mais alors, c'est quoi le hic ? Pour une surface comme celle-ci, les charges, c'est... Je crois qu'on a 330 € par mois pour un appartement de 105 mètres carrés. On a 6 ascenseurs dans l'immeuble, un chauffage qui est collectif, un service de gardiennage 24h/24. Donc en fait, il y a des prestations qu'on n'a pas dans n'importe quel immeuble. Des charges 25% plus chères qu'un immeuble standard. Bon, chacun se fera son opinion. Des avis sur les tours, il y en a à peu près autant que de boîtes aux lettres à remplir pour le facteur. Voilà, en résumé, vous l'aurez compris, il faut se réconcilier avec les tours. Et ça tombe bien puisque je vais vous emmener maintenant dans le pays qui a inventé les gratte-ciel, les États-Unis, bien sûr. On a tous en tête l'image de King Kong escaladant l'Empire State Building. Moi, je vais vous parler d'un autre animal, beaucoup plus petit que King Kong, qui lui aussi part à l'assaut des immeubles new-yorkais, les punaises. En anglais, on dit les bedbugs. Ces bedbugs, elles ont tendance à proliférer ces derniers temps à New York et ça gâche littéralement la vie des habitants. Irène Bénéfice. Harlem, ce quartier au nord de Manhattan, est infesté par un insecte qu'on pensait disparu depuis 50 ans. Le bedbug. En français, la punaise de lit. Shirley Robinson, mère de 4 enfants, vient de découvrir que l'insecte tant redouté a élu domicile chez elle. L'appartement est envahi. Les matelas et oreillers sont tous tachés de sang. C'est à cause du bedbug. J'ai mis des housses en plastique sur les matelas. Ah, il y a une punaise en vie. Vous la voyez? Oui, juste là. Il y en a tellement. C'est hallucinant. Mais d'où viennent-elles, ces punaises? Je ne comprends pas. Plus je nettoie, plus je vois des punaises. Tout l'appartement est passé au peigne fin. Shirley a déclaré la guerre aux bedbugs. Je change les draps, je vérifie les lits avant que les enfants se couchent pour être sûr qu'il n'y a pas de punaises. Quand ils se lèvent le matin, je vérifie encore et je m'assure qu'ils n'ont pas été piqués. La punaise de lit fait peur, car elle laisse des traces impressionnantes sur la peau. Josh, le fils de Shirley, a été dévoré. Ce sont des piqûres de bedbug. Chez Shirley, l'insecte vampire est sur le point de gagner la bataille. Je me sens vraiment mal à cause de ces punaises. Je veux déménager. Et Harlem n'est pas un cas isolé. Tout New York est en état d'alerte. Et les médias se font le relais du fléau qui ronge la grosse pomme. Les punaises de lit sont de retour. L'ennemi public numéro 1 est sous le feu de tous les projecteurs. Chaque jour, on recense de plus en plus de cas d'invasion. Des insectes qui prolifèrent dans nos lits, oreillers, moquettes et vêtements. En 2009, un New-Yorkais sur 15 avait déjà des bedbugs chez lui. L'invasion n'a pas cessé depuis. Et les New-Yorkais, ils en pensent quoi de l'envahisseur? Elles sont partout. C'est une véritable épidémie. Tout le monde connaît quelqu'un qui en a chez lui. Je sais que les hôtels ont perdu beaucoup de clients cette année à cause des punaises, mais je ne connais personne qui en a. Je ne savais pas que c'était un tel problème avant de voir qu'on désinsectisait partout, même dans les trains. Mais d'où viennent les bedbugs? Pourquoi réapparaissent-elles maintenant? Les raisons exactes restent mystérieuses. Mais la multiplication des flux de voyageurs et l'interdiction de pesticides puissants, comme le DDT, favoriserait l'implantation du parasite dans les grandes villes.
Au musée d'histoire naturelle de New York, les bedbugs ont trouvé un allié. Lou Sorkin est chercheur. Il nourrit les punaises de lit de son propre sang pour pouvoir les étudier. Pas de panique, la marque sur son bras gauche n'est qu'une tache de naissance. Regardez, en voilà une. Sur sa main, 3 punaises. Une adulte, une jeune punaise fraîchement rassasiée et une troisième, ici, qui se nourrit pour la toute première fois. Parce que leur corps est transparent, on peut le voir s'imbiber de sang. Pour se nourrir, la punaise de lit perce la peau à l'aide de 2 petits dards en forme de tube. Avec le premier tube, elle injecte sa salive qui anesthésie et fluidifie le sang. Avec le deuxième tube, elle aspire le sang. Il lui faut entre 5 et 10 minutes pour arriver à satiété. Mais en nous piquant, la bedbug transmet-elle des maladies ? En se nourrissant sur différentes personnes, les punaises de lit peuvent attraper différentes maladies. Mais leur organisme les détruit. Et les punaises de lit ne transmettent pas de maladies en nous piquant. Inoffensive, la bedbug ? Dans 30% des cas, elle provoque pourtant des réactions allergiques. Pour mieux comprendre, nous sommes allés voir un dermatologue. Jeffrey Weinberg confirme qu'il n'y a rien de grave côté santé. Le problème, c'est la psychose engendrée par la bestiole. En général, la piqûre entraîne une simple réaction physique et bien sûr un stress dû au fait qu'il est difficile de se débarrasser des punaises de lit. Mais les gens prennent ça pour un problème d'hygiène. Pour eux, ces piqûres sont un stigmate social. La petite bête qui monte, dégoûte, mais surtout fait honte. Et ces bedbugs, ces punaises, sont démocratiques puisqu'elles s'en prennent sans distinction aux quartiers pauvres et aux quartiers riches. Du coup, ce sont vraiment tous les habitants de New York qui organisent la contre-offensive, mais qui le font en toute discrétion, vous allez voir. Kirk Budd est désinsectiseur. Ce matin, il se rend en plein cœur de Manhattan pour une extermination de bedbugs. Et oui, la punaise de lit est l'insecte le plus démocratique qui soit. Elle frappe partout, chez les riches comme chez les pauvres. Les plus grands symboles de New York ont été infestés. L'ONU, l'Empire State Building, le Metropolitan Opera, des grands magasins et même des hôtels de luxe. Mais dans les beaux quartiers, la punaise de lit est un tabou. Personne ne souhaite communiquer. Seule Nathalie, une jeune Française, a accepté de nous ouvrir ses portes. Ça vous a surprise d'avoir ce genre de problème? On est quand même dans un quartier chic. Ah, ça m'a surprise, oui, beaucoup. Après, j'ai entendu aussi qu'il y avait plein de magasins sur la 5e avenue qui avaient ce problème. Je me suis dit, oula. Et monsieur l'exterminateur, comment il s'y prend pour faire disparaître la punaise de lit? La chaleur, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour les tuer. La vapeur monte à plus de 100 degrés. Ça tue immédiatement les punaises de lit et leurs œufs. Ébouillanter la bedbug, voilà la solution. Une méthode non agressive pour l'homme et non polluante. Kirk passe en moyenne 4 heures par appartement pour éradiquer les bedbugs. Mais combien coûte une telle prestation? Pour le savoir, nous nous sommes rendus au siège d'Assured Environments, la société qui emploie Kirk. Harry Beck, le directeur, nous répond. Il faut compter entre 1 000 et 4 000 $, voire plus en fonction des appartements. Pour ce patron, la punaise de lit est une aubaine. En 2009, elle lui a rapporté 12,5 millions de dollars de chiffre d'affaires. L'année dernière a été une année incroyable. On n'aurait jamais imaginé que l'année suivante serait encore meilleure. Et en fait, si, cette année, on a tout explosé. Faire appel à un exterminateur est donc efficace, mais coûte cher. Des solutions moins onéreuses existent-elles? Il y aurait bien les araignées, fourmis et mille-pattes qui sont des prédateurs de la bedbug. Mais pas sûr que les New-Yorkais acceptent cette solution un peu trop naturelle. Autre possibilité, les pesticides. Problème, en plus d'être polluant, leur efficacité n'est pas assurée. Et oui, la punaise de lit résiste à l'usage de certains produits chimiques.